Le théâtre dans le théâtre, la couleur dans le noir et blanc, le silence dans le bavardage et le désespoir dans les illusions. Les actrices sont-elles du bétail comme le prétendait Hitchcock ou des putes comme le pensait Louise Brooks? La timidité, cette souffrance intérieure qui nous poursuit jusqu'à l'âge le plus avancé, qui refoule sur nos cœurs les impressions les plus profondes, qui glace nos paroles, qui dénature de notre bouche tout ce que nous essayons de dire, et qui nous permet de nous exprimer que par des mots vagues et une ironie plus ou moins amère, comme si nous voulions nous venger sur le sentiment même de la douleur que nous éprouvons à ne pouvoir les faire connaître. Alors, le futur, c'est un temps dont il use assez peu. Il écrit ses livres à l'imparfait et sa vie au présent. Aucune envie de risquer un bilan ce soir. Il y a un âge pour les complaintes de l'ego, et le sien n'avait rien à matamore. Il prend la vie comme elle vient, comme elle va, avec dans le sourire des indulgences plénières, et dans la prunelle un peu floue quelques larmes de jean. Ça aurait pu être une égérie à la Fitzgerald, éprise d'absolu et brûlant sa vie par toutes les mèches. Mais il n'a qu'un pied sur terre, l'autre étant une botte de 7 lieues. Philippe Torreton, bonsoir. Bonsoir. Alors, Philippe Torreton, vous avez écrit un bouquin qui s'ouvre sur une histoire de clôture de prêt. Vous dites que vous aimez voir des tripes de lapin qui dégoulinent dans des herbes molles. Vous violez des sacs de grains qui peut-être d'ailleurs vont porter plainte pour viol et pour agression sexuelle. Et vous aimez voir des bulles sortir du cul des vaches. Sortez-vous de Sainte-Anne. Non, c'est l'enfance campagnarde. Et c'est des sensations. Donc j'aimais bien, moi, ces sensations-là, de mettre ses mains dans des sacs de grains. Et il y a une sensualité là-dedans, de sentir la poudre de lait que ma grand-mère donnait au veau. Ça sentait bon. Il y a des odeurs. La campagne, c'est sensuel, c'est appétissant. Il y a une sexualité campagnarde, évidemment. Et Là, comme partout. Du Philippe Delerme. Non, mais j'aime bien ce qu'il écrit. Et effectivement, il y a à creuser partout, même dans les petites choses, que ce soit une première gorgée de bière ou ailleurs. Mais bien sûr, si on creuse un sujet, on trouve tout est dans tout, en fait. Voilà. Mais dans cette campagne-là, oui, il y avait ça. Il y avait les premiers émois. Et il y a un truc très drôle, moi j'ai vécu à la campagne, la moitié des lapins n'avaient pas de poils sur le dos. Parce que vous savez, la moitié tous les lapins sont pull, et en fait, beaucoup ne savent pas si c'est un homme ou une femme. Et du coup, certains lapins essayent de faire des bébés pendant 10 ans, et tellement de fois qu'à la fin, ils ont plus de poils. Je sais pas dans quelle campagne vous étiez. En Bretagne, j'ai vécu, en Bretagne. tous les lapins n'avaient pas de poils sur le dos. Et les gens, je sais pourquoi ils ont pas de poils, ils m'ont expliqué pourquoi. Ah ouais, non, les lapins de ma grand-mère, non, ils avaient... C'était peut-être plus... le chaud lapin de Bernard Ménez. C'était plus genré, peut-être, je sais pas. C'est le matin, un lapin. Bon, vous étiez un grand... vous avez grandi au Grand Quevilly. Oui. C'était quoi ça a été conçu en 5 minutes? C'est des clapiers de Rouen? Alors, je me suis amusé à décliner ça comme ça, mais c'est une ville qui a une certaine ancienneté, mais dont il reste quasiment plus rien de l'origine, quoi. C'était le marquis de Bec-de-Lièvre. J'aime beaucoup les becs de lièvre. Moi, je suis thératologue, j'aime beaucoup les femmes. Ouais. Et donc, voilà, c'était... mais donc, l'histoire de Grand Quevilly... voilà, il n'y a pas vraiment d'histoire liée à ça. Mais il n'y a tellement pas d'histoire que dans l'histoire de la ville, écrite par le maire, il y a 2 personnages historiques majeurs à Quevilly, Philippe Torreton et Franck Dubosc. Dans la partie culturelle, attention, parce que non, on a eu un champion d'Europe, je crois, de marche, en la personne de Gérard Lelièvre, et puis, je sais pas, je dois oublier des gens, mais mais c'est vrai que, voilà, c'est des villes un peu, des extensions urbaines comme ça, de la ville principale qui est Rouen, et puis, donc il y a la partie ouvrière qui est Petit-Quevilly, et puis la partie un peu tertiaire qui serait Grand-Quevilly. Et est-ce qu'il n'y a pas un peu une poésie welbeckienne de ces villes? Moi, j'aime beaucoup les zones d'activité commerciale, les aires d'autoroute, où il y a le plus de crimes. C'est les zones les plus criminogènes, les aires d'autoroute. Mais toutes ces zones qui sont un peu ce qu'il y a de plus immonde dans la société, mais qui ont quelque chose de sublime, en fait.
d'un certain point de vue. Ouais, parfois, il faut s'accrocher pour le trouver, le sublime, mais il est. Non, On va le trouver, le sublime, hein, calme-toi. Mais moi, j'ai grandi là-bas, voilà, j'ai pu faire du théâtre là-bas, donc il y avait des outils culturels quand même qui permettaient certaines choses. Mais c'est vrai quand on a 15-16 ans, qu'on se cherche un peu, bon, on peut être au cœur d'une ville historique et ressentir les mêmes affres que moi j'avais à Grand-Quevilly. Donc voilà, c'est l'injustice de ces âges où on est en quête d'une vibration, d'un absolu, d'un truc, et puis qu'on ne trouve pas chez soi, donc on va le chercher ailleurs. Souvent, on ressent ce qu'on n'a pas. Moi, Hmm. Christophe Ruffin me dit toujours, à l'Académie française, c'est ceux qui font le dictionnaire pour voir les mots français, c'est que les étrangers. Parce que les Français s'en foutent de la langue française. C'est les étrangers qui s'intéressent à la langue française. Et de la même manière que c'est les gens qui ont vécu dans les zones d'activité commerciale qui s'intéressent à la campagne. Et les gens de la campagne ne s'intéressent pas du tout à la campagne. Bah, oui, c'est vrai, c'est vrai. Il y a quelque chose de cet ordre-là dans ce pays aussi, oui. On va s'intéresser à ce qu'on ne connaît pas ou ce dont on a été coupé, en fait, à un moment donné, par nos activités. Donc, finalement, il n'y a pas plus écolo que les gens de la ville. Évidemment. En fait. Voilà. Alors vous critiquez le choix des noms des barres d'immeubles, les roitelets, les pinsons. Moi ça m'a fait rire les pinsons parce que ça me fait penser aux pinsons Charlot. Oui. C'est un couple de petits vieux à la con qui s'engueulent. C'est deux petits vieux qui Alors, s'engueulent. je et qui ne les s'aiment connais qui aiment pas. les riches. Et on dit, ah, les riches. Ah oui, ben, ouais, j'ai lu quelques articles Et qui c'est dans l'Humain, ouais, Ils c'est ça. m'en fous. Euh, sont ah, très drôles. ils sont, je sais pas, je les connais pas assez, hein, je suis pas tout le temps d'accord avec eux, mais parfois il y a des choses qui sont très, très Non mais il y justes. a des choses justes, mais il y a un truc obsessionnel chez eux anti-bourgeoisie. Un Et peu, ce qui est ouais. drôle, c'est que c'est vraiment un peu un couple comme les Thénardier, vous voyez. C'est les deux petits vieux, alors ils s'engueulent et ils disent moi les riches, j'aime pas, ils sont le 16e. Et alors l'autre qui dit non, les riches ils sont nuls, moi j'aime encore moins. Il y a un peu de ça, ouais. Mais c'est vrai que, bah, voilà, à Grand Quevilly, quand on a des immeubles, des tours, etc., et qu'on donne des noms assez imagés de la nature, bah, le contraste est saisissant, quoi, d'appeler un immeuble les Roitelets, le Pic du Midi, alors que c'est juste un truc voilà, qui fait 30 étages. C'est, Combien de temps il y a une ironie amère là-dedans. Combien de temps je survivrai au Muro? Ben, je sais pas, tout dépend de ce qu'on y fait et de ce qu'on y rencontre, de qui on y rencontre, pardon. Mais c'est sûr que c'est des... Moi, je pense à tous ces gens qui habitent dans des zones comme ça, urbaines, mal faites, mal pensées, ou pensées dans un but précis de loger massivement des gens à un moment donné, et puis quand ça se retrouve dégradé, etc., c'est... Là, à Grand Quevilly, ces immeubles ont été refaits entre le moment où j'y étais, à la petite enfance, jusqu'à maintenant. Ils ont dû être refaits 4 fois, les immeubles. Ouais. Mais ça reste toujours moche. Voilà. Moi, j'ai un pote qui avait ça en prison. Je vous raconte l'anecdote ou on s'en fout? Bah, allez-y. Alors, ça c'est très drôle. C'est un de mes meilleurs amis, plus grand connaisseur dans le monde du XVIIIe siècle. C'est-à-dire que tout meuble du XVIIIe siècle doit être authentifié par lui. Il a écrit 70 livres, plus grand connaisseur au monde. Et un jour, le mec a une idée de génie. Il se dit, je vais faire chez mon ébéniste un faux meuble du XVIIIe siècle. Je vais dire que c'était le meuble de Louis XVI et je vais le vendre 15 millions d'euros. Il le fait faire, il le vend 15 millions d'euros au château de Versailles. Tout va bien, sauf que 2 ans après, il est pris dans le sac. On le met 1 an en quartier de haute sécurité à Florine-et-Rogis. Et là, il me raconte ce que c'est la prison. Et c'était assez génial parce que tout en fait, les prisonniers le respectaient. Le voyaient un peu comme le Mac, quoi. Le voyaient un peu comme Celui qui a réussi à entuber. Ouais, mais le voyait aussi un peu. Il y a le petit voyou a un respect pour le grand voyou, quoi, qui arrive en costume 3 pièces. Et moi, j'ai fait une garde à vue et les gens étaient super sympas. Ils me disaient, mais t'es un bilan bandit, toi. Oui, il y avait ça aussi. Il y a ça aussi dans les cités dortoirs. Je sais pas, parce que j'ai pas connu cet aspect-là. J'ai pas été en prison, j'ai pas été en garde à vue, donc je peux pas dire tout ça. Non, mais je peux comprendre, oui, ça. Mais on nous fait chier avec... Moi, je trouve qu'il y a une stigmatisation de l'islam atroce. Je sais pas si vous êtes d'accord. De l'islamisme. On passe d'un sujet à l'autre. Non, mais par rapport aux cités. bien. Par rapport aux cités. Ah, par Je rapport aux trouve cités. qu'on assimile tout de suite cité, islam, islamiste, terroriste très vite. Mais oui, mais comme on assimilait avant avec
la vague d'immigration italienne, et puis avant, au début du siècle, pour les mines, la vague polonaise, et puis tous ces mots, le rital, au départ, Cavana en a fait de la poésie, mais rital, c'était une insulte, polac, c'était une insulte. Et donc, voilà, toutes les vagues migratoires ont subi, je suis en train de taper dans le micro, ont subi les insultes, les a priori, la peur, le côté c'est des voleurs, c'est des violents, ils vont nous piquer et tout. Enfin, aujourd'hui, on dit c'est des poseurs de monde. On a atteint un autre niveau quand même. Le monde est bordélique hein, quand même. Alors, je vais lire un poème de vous. Ah. Je viens d'une ZEP. C'est drôle parce que ça commence par je viens d'une ZEP, d'une ZI ou d'une ZIA, ça me fait penser au générique des Cités d'Or, mais rien à voir. Je viens d'une ZEP, d'une ZI ou d'une ZA, d'un truc régoté, mais pas d'un centre, d'une ville par défaut, à côté de la vraie, d'une zone APEL, sans rue mais à bretelles, avec rampe d'accès. Je viens d'un bout de ligne de bus articulé, on y fait demi-tour près de la piscine. Ici, il y a le pic du midi à côté du mont Ventoux et des noms d'oiseaux pour baptiser des cages, des mouettes à la retraite sur des terrains d'à peu près. On y circule plus qu'on y marche et l'on s'oriente vers des crêperies piétonnes et des parkings à tout faire, des salles polyvalentes fermées comme des églises, une grange authentique démontée, déplacée, reconstruite pour y faire des banquets. C'est là que s'est mariée un soir une de mes anciennes fiancées. Ici, les carrefours s'arrondissent pour devenir des ronds-points, mais quand on n'a que l'amour, ça ne rime pas avec rond-point. C'est beau ? Ben, merci. Alors j'avais des questions sur ça. C'est quoi pourquoi zone APEL ? Parce que c'est le petit PEL, c'est la quête du Graal de bien des foyers. Voilà, un petit plan épargne-logement pour pouvoir être propriétaire un jour et que on oriente la société là-dessus, enfin en tout cas de mon temps. Et puis c'était voilà, quand on arrivait à avoir un PEL complet, qu'on pouvait après espérer emprunter et puis et pouvoir devenir propriétaire. Mais pour ça, il faut avoir un CDI et puis etc. Donc on s'emprisonne finalement dans des vies conditionnées comme ça pour avoir un petit bout de machin qui va ressembler à une maison ou à un appartement. Et il y a ce truc très beau, le bout de la ligne des bus. Ceux qui sont au bout de la ligne de bus, c'est des desperados, c'est les ratés de l'histoire, c'est ceux qui n'ont plus rien à perdre. Non, pas forcément. Le bout de la ligne de bus, ça représente un truc quand même. Pour moi qui étais là-bas, oui, c'était tout d'un coup ce bus qui arrive en bout de ligne, qui fait demi-tour et puis qui repart et qui va faire la même chose dans l'autre sens. Bon, il y avait un petit côté, l'écureuil dans sa petite roue, quoi, mouvement perpétuel comme ça de ces véhicules qui brassent des gens qui vont travailler, qui reviennent dormir et qui vont repartir travailler. Voilà, quand on a 16, 17 ans, comme je disais, et puis qu'on regarde ça, et qu'on a envie quand même d'un peu d'autre chose, on est sensible à ces choses-là. Alors, je vais lire un extrait qui vous ressemble, je trouve. Alors, j'espère qu'il y a tout me ressemble. Emmanuel Carrère a écrit un livre sublime qui s'appelle Limonov. Je connais pas, non. C'est un des plus beaux livres de la littérature française qui s'appuie sur le livre d'Edouard Limonov qui s'appelle Journal d'un raté. Il faut lire absolument. Qui est l'histoire des Desperado russes, qui a été clodo, écrivain branché, leader d'un parti néo-nazi, comment on appelle ça, bandit, leader de comité révolutionnaire qui a fait 15 ans de tôle en prison, emprisonné par Poutine, qui a fini par faire une alliance avec Kasparov, enfin un personnage de roman quoi. Et c'est un grand écrivain qui a publié des livres à des millions d'exemplaires. Et dans le journal de la ratée, il y a une page qui je trouve vous correspond bien. Ils viendront tous, les voyous et les timides, ceux-là se battent bien. Les revendeurs de drogue et ceux qui distribuent les prospectus pour les bordels. Les masturbateurs, les clients des revues et des cinémas porno, ceux qui arpentent en solitaire les salles de musée ou consultent dans les bibliothèques chrétiennes et gratuites, ceux qui mettent 2 heures à siroter leur café chez McDonald's en regardant tristement parmi la vitrine, les ratés de l'amour, de l'argent et du travail, et ceux qui ont eu le malheur de naître dans une famille pauvre, les retraités qui font la queue au supermarché dans la file réservée à ceux qui achètent moins de 5 articles, les voyeux noirs qui se rêvent de se faire une blanche de la haute, et comme ils n'y arriveront jamais, ils la violent. Le dormant aux cheveux gris qui aimerait tant séquestrer et torturer l'insolente fille de riche du dernier étage. Les braves et les forts venus de tous les horizons pour briller et conquérir la gloire. Les homosexuels enlacés 2 par 2. Les adolescents qui s'aiment.
Les peintres, les musiciens, les écrivains dont personne n'achète les œuvres. La grande et vaillante tribu des ratés, losers en anglais, en russe, Niodachi. Ils viendront tous. Ils prendront les armes. Ils occuperont ville après ville. Ils détruiront les banques, les usines, les bureaux, les maisons d'édition. Et moi, Édouard Limonov, je marcherai dans la colonne de tête. Et tous me reconnaîtront et m'aimeront. Ça vous va? En tout cas, c'est très beau. Mais il y a des... Ouais, j'aime bien ce style-là, moi. Je pourrais me passer les coordonnées du bouquin après. Ah ouais, vraiment. Non, mais ça te correspond un peu? Parce que toi, t'as un style très direct. Ah bah c'est... En tout C'est cas, russe. merci de me comparer à cette écriture, parce que je la trouve sublime. Mais Mais oui, je suis assez direct. On me l'a suffisamment reproché parfois. c'était pas. Il y a des écrivains qui font de la fioriture, qui font du Jean-Paul Taven. Moi, je déteste quand on voit les coutures de l'écriture. C'est comme pour les vêtements. Enfin, je trouve que le style ne s'envisage pas, il se constate. On écrit d'abord. Et puis après, il y a des gens qui disent de vous, bah, vous ressemblez à machin, ou vous ressemblez à truc, ou ça vous inscrit dans telle lignée. Mais d'abord, faut écrire. Et je pense pas qu'on... Je me méfie beaucoup des écrivains qui ont conscience de leur style, qui ont conscience de leur méthodologie. Moi, je pense qu'il y a une part dans tout écrivain, y compris les plus géniaux, mais on subit ce qu'on écrit. Et je pense que si ce qui est important pour un écrivain, c'est la sincérité. Il y a beaucoup d'écrivains que je ne citerai pas, mais je pense à quelques-uns en particulier que j'ai reçus, mais je ne dirai pas leur nom parce que je vais me brouiller avec eux. Mais qui, quand ils écrivent, ils prennent leurs plus belles plumes, ils se disent qu'est-ce que la comtesse d'Ornano va penser de ce que j'écris? Qu'est-ce que Valéria Crémisi, directrice de Grasset, va penser? Est-ce que l'Académie va me prendre sur ce livre? Et ça, c'est l'horreur, tu vois. Ces écrivains, c'est les écrivains qui écrivent avec leur sang. C'est écrivain qui écrit pour une question de vie ou de mort, c'est ça qui est important. C'est ce que je disais, je pense qu'il faut... On subit ce qu'on écrit. Alors après, on essaye de colmater des brèches, on essaye d'organiser tout ça. Et je crois aussi que le sujet donne le style, c'est-à-dire que on s'embarque dans quelque chose, et puis après, on s'aperçoit qu'il y a une logique là-dedans. Et on se dit, ah, mais c'est pas con. Et on finit par respecter quelque chose duquel on n'avait pas conscience avant. Et je crois à ça beaucoup. Alors bien sûr, il y a de l'organisation. Moi, quand j'écris, je sais ce que je veux raconter. Mais comment? Je ne sais pas. Il y a dans mon dernier livre, là, c'est une certaine raison de vivre. Il y a des personnages qui me sont apparus au moment où ils arrivent dans l'histoire. Et je ne les avais pas prémédités le matin en me mettant à l'ordinateur. Non. Et tout d'un coup, il y a quelque chose qui existe. Et en revanche, je savais où je voulais aller. Voilà. Mais comment y aller? Je ne sais pas. Alors, on va avancer parce que cette émission, t'es parti pour 3 heures et tu vas rentrer chez toi à 2 heures du matin. Ah non. Alors, et ça va t'emmerder. On a encore 1 heure. Alors, ta mère t'inscrit dans un... On se tutoie? C'est fait. Voilà, ta mère t'inscrit dans un stage de théâtre car t'es timide. Est-ce que il n'y a pas une audace des timides? Est-ce que les timides ne sont pas un peu des gens dangereux parce qu'ils sont un peu à part? Ils aiment pas trop le monde, tu vois, ils sont pas à l'aise. Et du coup, ils vivent un peu un monde intérieur différent. Ils se construisent une identité différente. Mais je crois à ça complètement. C'est-à-dire que pour moi, le moteur, en tout cas d'un comédien, alors je ne peux pas parler des autres arts, enfin, mais je pense que la timidité a à voir avec ça. C'est comme de l'énergie potentielle, la timidité. C'est-à-dire qu'on reste à regarder les autres, on regarde l'aisance des autres, et on envie les autres, on envie l'aisance de machin, la beauté de trucs, le rapport aux filles de trucs bidules, la qualité de plume d'un tel, la faconde de quelqu'un d'autre. Et nous, on se sent nuls, on est là dans notre coin à regarder le monde. On est un voyeur, on est un enregistreur aussi de potentialité. Et comme des retenues d'eau, ben voilà, à un moment donné, plus l'eau monte, plus il y a de l'énergie potentielle là-dedans. Et il suffit de lâcher une vanne et pff, ça sort. Bon ben voilà, l'image vaut ce qu'elle vaut, mais elle est très explicite. Et je pense commun d'être 2 grands timides. Bah, c'est possible, oui. Mais je pense que
Et j'avais lu ça, moi ça m'avait vraiment marqué dans un Agatha Christie, figure-toi. C'était, je sais plus lequel. Mais à la fin, Hercule Poirot convoque tout le monde et puis fait sa petite leçon de morale habituelle à chacun, voilà. Et dans le roman, là, il y avait une petite fille qui avait subi quand même des aléas assez traumatisants et qui était réservée, qui ne parlait pas. Et il conseille à sa mère de dire, mais vous devriez l'inscrire à un cours de théâtre parce que elle a cette timidité, ce retrait du monde, quand ça s'exprimera, ça donnera quelque chose. Et puis le roman termine en disant qu'elle est devenue une grande comédienne de la Royal Shakespeare Company. Et moi, ça m'avait plu quand j'ai lu ça, je sais pas, je devais avoir 16-17 ans. Et je me dis, ah bah, les espoirs sont permis alors. Et je pense que, oui, je pense que alors tout ça, il n'y a pas de loi dans ce métier. Mais en gros, je pense que l'exubérance n'a rien à voir avec ce métier. Le nombrilisme n'a rien à voir avec ce métier de comédien. Hein. Le m'as-tu vu, tout ça, non, non. C'est le contraire. C'est la timidité, le côté laborieux, le côté en deçà du monde. Évidemment, il faut à un moment donné que ça ressurgisse, mais c'est pour moi le moteur. Robert Laffont avait une très belle phrase à propos d'un écrivain. Il disait un roman, ça se fait avec de la colle et des ciseaux. Tu vois, pour dire qu'un romancier, c'est un artisan. Mais bien sûr. C'est un mec qui rabote, qui prend de la colle, qui découpe des bouts, qui découpe des... Mais moi, quand j'écris, par exemple, à un moment donné, je suis obligé de me forcer à avancer dans le roman, parce que si je m'écoutais, comme quand on allume sa page d'ordinateur, je tombe toujours sur la première page. Et ben, je la recommence. Et souvent, je suis là à retravailler les 10, les 15 premières pages, et je suis obligé de me botter le cul pour aller plus loin. Parce que sinon, on n'en a jamais fini, en fait. Tout d'un coup, on se dit, ah, ça sonne pas bien, là. Voilà, c'est sans fin, en fait. Alors, on va avancer. Tu as commencé par jouer une pièce de René Lebadia. Alors, moi, ça m'a fait marrer parce que j'ai bien connu René Lebadia. Il était en boucle, il répétait toujours la même chose depuis 20 ans, parce qu'il avait 103 ans en même temps. Tout le monde le trouvait adorable alors que c'était quelqu'un de très méchant. Et moi, je lui ai volé tous ses numéros de téléphone. Mais malheureusement, je lui avais volé que le numéro de Michel Morgan, ce qui ne me servait pas à grand chose. T'as quel souvenir de René Lebadia? Oh, un bref souvenir, parce que moi, j'ai travaillé la première pièce que j'ai jouée dans son intégralité, c'était Les Bons Bourgeois de René Lebadia. Et je faisais le rôle de Narcisse Galopin. Et joué par Alain Douté, je crois, à Paris. Et puis, à l'occasion de la sortie du Petit Lexique amoureux chez Stock, un repas avait été organisé et ils avaient invité René Lebadia. Donc j'ai pu le rencontrer, lui dire que j'avais joué cette pièce et on avait parlé. Et donc, voilà, il a été absolument charmant avec moi, adorable. Donc la méchanceté, je ne l'ai pas connue. Des gens méchants peuvent être adorables. Oui, c'est vrai, mais bien sûr, bien sûr. Sinon, le monde serait très simple. Alors, tu détestes ces acteurs qui se réinventent tous les soirs. Ça, pourquoi? Ça m'a étonné. Parce que le moment de la représentation, c'est pas un moment de recherche. Okay. La recherche, elle se fait pendant les répétitions. Le public n'a pas à voir un comédien qui se questionne sur son art. Il a à voir un résultat. Le public, il paye pour avoir un résultat d'un spectacle. Il n'assiste pas à une répète. Il ne faut pas confondre. C'est en répétition qu'on doute, qu'on cherche, qu'on recommence, qu'on change totalement de point de vue, etc., etc. Mais à un moment donné, il faut s'accorder sur quelque chose, et c'est ce quelque chose qu'on va essayer de reproduire chaque soir. Le public n'a pas à payer un ticket pour voir une errance métaphysique d'un comédien qui doute encore. Voilà. Et il veut voir un résultat. Point. Et donc, je trouve que... c'est un artisan, au fond. Mais oui. Et un artisan, un boulanger, on doit lui demander de faire bien son pain, et s'il le fait pas bien, c'est bien. Bah oui, on vient acheter une recette de pain réussie. Et puis si on ne l'aime pas, on va dans une autre boulangerie, etc. Mais voilà, le temps de la représentation n'est pas un temps de recherche. Alors, un truc qui me fait marrer, t'as quitté la comédie française un peu à cause d'un film de Tavernier. Ouais, c'est plus complexe que ça. Mais je fais un raccourci. Ouais, mais... Mais alors, il y a une sorte très avec Tavernier. C'est que j'avais un projet génial avec lui. C'est que tu connais Morgan Sportes, qui a écrit L'Appât et tout de suite. Absolument.
Et on avait le projet avec Morgane et Tavernier de refaire tout l'appât. C'est-à-dire de réunir Morgane Fortes qui a écrit le livre, Bertrand Tavernier qui a fait le film, Marie Gillien Qui l'a joué. qui l'a joué, et surtout Jean-Rémy Sarraud qui est l'assassin de l'appât, qui tue Marie Gillien dans le film. Et d'ailleurs, pour ceux qui ne me croient pas, je donne l'adresse de Jean-Rémy Sarraud, 2 rue de la Grès à Pontoré dans le H, 02 56 61, je ne dirai pas la suite. Et on a eu le projet de reconstituer tout le film, tu vois, la meuf dont le film a permis de débuter, le mec qui a été l'assassin qui a fait 30 ans de prison, l'écrivain, on a eu le projet et Tavernier. Quel souvenir t'as de Tavernier? Oh bah, plein de bons souvenirs. Et puis là, si on commence le dossier, on n'a pas fini, mais c'est les premiers vraiment émois cinématographiques. Et puis d'avoir côtoyé comme ça, c'est une médiathèque à lui tout seul. Enfin, Alors, c'est une cinémathèque, pardon, à lui tout seul. C'est un spécialiste du cinéma français, américain. Il a vu tellement de choses. Donc, bah, c'est son dernier film, là, où il bah, revoit tous les oui, films. qui est formidable. Mais Spordas faisait qu'il avait un côté prof. Bah oui, mais ça, c'est quelqu'un qui a existé par le cinéma. Voilà. Donc, si on n'a pas ça en tête, on peut être agacé par cette monomanie comme ça, et cette logorée, et ce côté d'avoir envie de partager de ça. Et puis, effectivement, parfois, beaucoup de gens étaient moins calés que lui en cinéma, donc en connaissance pléthorique comme ça du cinéma. Donc, forcément, il assène des trucs, il assénait des trucs, mais moi, je passais des moments délicieux avec ça, et c'est vrai que j'écoutais, j'avais pas envie de faire celui qui s'y connaissait, alors que j'y connaissais que dalle, et j'apprenais, et puis en plus, il n'y avait pas que le cinéma, il y avait le jazz aussi, où il était quand même franchement balèze, et non, pour moi, ça a été des rencontres Carrefour, quoi. C'est-à-dire que c'est des rencontres, non pas l'enseigne de magasin, mais Là, je pense que c'était pas nécessaire, cette référence. mais c'est grâce à des gens comme ça, on a des chemins possibles Bien sûr, après bien à sûr. arpenter. Et ils sont pas, c'est assez rare. Hein, Il y gens a comme des ça. mecs qu'on rencontre et on a envie de changer de vie grâce à eux. Et c'est un peu le cas de Tavernier pour toi, peut-être. Et tu t'es fait casser la gueule dans une boîte en Roumanie où t'avais amené Dominique Besnéard. Quoi? Ou Tavernier? Où t'avais. ne dis pas que j'articule pas. Tu t'es fait casser la gueule. Il y a un petit problème d'articulation. Alors, pardon. Tu t'es fait casser la gueule dans une boîte en Roumanie où Ouais. t'avais amené Dominique Besnéard. Non. Merci. Non. Dominique Besnéard était là ce soir-là, mais on a dîné avec lui et c'est ensuite, on était 4, on a été terminer la soirée en boîte de nuit. Et Dominique a dit ah non moi je peux pas, J'adore j'arrête. l'imitation, je sais pas la Et faire. donc il a ah non mais moi je peux pas, moi je vais me coucher, moi j'ai un avion demain. Et donc il est rentré se coucher. Et grand bien lui en a pris parce que nous on s'est fait démonter le portrait. Et pourquoi tu t'es fait casser la gueule? Faut rappeler le contexte historique. On était quelques années après la pseudo-révolution, en tout cas où Ceausescu a été remplacé, etc., exécuté. Et il y avait une énorme attente du peuple roumain, très francophile, francophone, pour une bonne partie, en tout cas du monde étudiant, etc., d'intelligentsia. Et la France n'a pas vraiment été à la hauteur du rendez-vous. C'est-à-dire qu'on a donné je me souviens à l'époque, c'était des voitures de police déclassées. On avait filé des vieux bus de la RATP. Mais les étudiants roumains attendaient des passeports, enfin des possibilités de venir étudier en France, une réciprocité, des chances. Pourquoi la Roumanie va pas bien, mais t'expliques Mais pas pourquoi elle t'a si, pété parce la que gueule. du coup, il y avait un ressentiment anti-français. d'accord. Et on était en plein là-dedans. Et il y avait eu un match de foot, je me souviens, France-Roumanie, où la Marseillaise avait été sifflée. Et à l'époque, c'était Monsieur Juppé, qui était Premier ministre, qui avait protesté auprès de l'ambassade pour dire comment ça, l'hymne national français, tout ça. Donc il y avait un fort ressentiment anti-français, On va en parler. une déception. Et du coup, il y a eu des hommes d'affaires qui ont été tabassés, etc. Et nous, en boîte de nuit, on a été, quasiment lynchés, en fait. Moi, ma mère m'avait dit un truc. Elle m'a dit, pour pas te faire péter la gueule, il faut que tu demandes de te faire péter la gueule.
C'est un mec arrive, il dit je veux te péter la gueule, tu lui dis excellente idée, je n'attendais que ça. Et là le mec est désorienté, tu vois. Tu lui dis ça me permettra de faire une rhinoplastie. J'avais envie de me refaire le nez, me faire la gueule, elle était dégueulasse, pète-moi la gueule. Et là le mec est désorienté, ça a marché 10 fois, une fois. J'espère que j'aurai pas à réfléchir à ce que tu viens de dire, mais sur le moment, on subit ça et ça a été un enfer. Hein, quand et même. alors, t'arrives en Roumanie et tous les mecs te disent il y a une personne qu'on adore, c'est Jean-Marie Le Pen. Oui, alors ça, c'était avec un Ça, acteur. c'est dingue. En sortant encore d'une soirée Jean-Marie Le Pen. arrosée, on arrive à l'hôtel et on entend de la danse, des gens. Et l'acteur qui était avec moi dit viens, on va aller voir et tout. Je lui dis mais ah non, mais. Et puis on ouvre une grande porte comme ça battante et on tombe dans un mariage. Je lui dis arrête, on va pas les faire chier. T'imagines, toi, tu te maries, tu vois deux étrangers arriver donc j'y vais. Et puis on avait à peine mis un pied qu'il y a un gros monsieur à bretelles qui fait venez, assieds-vous comme ça. Et puis et c'était le parrain local, il connaissait le nom du film, il savait qu'on était là pour quelques semaines, il était au courant de tout et c'est vrai, il nous a accueillis en disant que la seule personnalité française digne de ce nom, c'était pour lui Jean-Marie Le Pen. Donc on s'est retrouvés très mal. Tu veux que je te raconte 2 anecdotes sur Le Pen qui sont très drôles ou tu t'en fous? Je m'en fous un peu de ce mec. Ouais. On passe. Il y avait des jeunes qui boivent. C'est comme le plus gros vent que je me suis pris à la télé. Non, mais non. En plus, elles étaient bonnes et inédites. Il y a des jeunes qui boivent des briques, des briques de vodka avec de la paille comme du jus d'orange. Alors ma question c'est, est-ce que c'était avant la libération du communisme ou après la libération du communisme? Nous c'était en 95, donc c'est après. Ouais, donc c'était après, voilà. Mais il y avait une... Oui, je me souviens, c'était désolant d'ailleurs de voir des petits jeunes de 12-13 ans qui avaient ces petites briques comme ça, comme les briques de jus d'orange, et qui aspiraient ça. Et on a vu que c'était une vodka de merde. Voilà, et puis quand bien même ça aurait été de la vodka de qualité, d'ailleurs, c'est pas à 12 ans qu'on boit ça. Et donc, non, il y avait enfin, à l'époque, c'était un pays très violent. Mais Bec Bidé et Tadei, qui sont 2 grands communs, m'ont raconté un truc très, très juste. Ils sont allés dans tous les pays de l'Est après la libération du communisme. Et ils m'ont dit, c'était les pays les plus délurés qu'on avait jamais vus. Il y avait le siège du KGB qui est transformé en une boîte à partouze avec des tables entières remplies de coke. Alors c'est Bec Bidé, là, il a dit j'ai arrêté la coke. À l'époque, il en prenait. Voilà. Et Tadei qui était là, il me racontait, mais c'était des pays où tout le monde baisait les putes, prenait de la coke, buvait comme des trous, il y avait des boîtes de nuit partout, et c'était totalement dément, quoi. Alors, j'ai pas connu ça. Ah merde. j'ai pas les mêmes. T'as pas connu Bec Bidé. J'ai pas les mêmes fréquentations, mais il y avait effectivement déjà, même en Roumanie, des gens qui se sont mis à avoir beaucoup d'argent d'un coup, des disparités délirantes et puis des problèmes de violence. Enfin, il n'y a pas un acteur qui s'est pas fait chourer des trucs. On avait des problèmes de sécurité quand même sur le tournage qui étaient réels. Puisqu'on n'a pas Jean-Marie Le Pen et que tu m'empêches de raconter... Mais pardon, je voudrais quand même dire que on a pu tourner, ça a été compliqué, etc. Mais on a rencontré des gens formidables. Hein, c'était vraiment... Ça c'est très bien le truc. On se fait baiser la gueule, on a dit du bien de Le Pen, mais c'était des gens formidables. Non, c'est pas les mêmes. Mais on a rencontré des gens formidables. Des acteurs formidables. Des acteurs roumains formidables. Non, il y avait vraiment des... Mais c'est un pays compliqué, ouais, c'est dur. Puisque t'as parlé de Le Pen et que tu m'as empêché de raconter mes 2 anecdotes inédites que j'avais préparées et que personne ne sait, que sont aucune autobio, qui était extraordinaire, mais que je n'ai pas pu raconter, ça te fait quoi que tu dis que toi, tu le dis, je suis un prolo. Je viens d'un milieu prolo. Oui, et prolo, tu dis, je renie pas ma classe sociale. Et ça te fait quoi de voir que ta classe sociale, aujourd'hui, elle vote Front National, et pire, c'est même pas les vieux de ta classe sociale qui votent Front National, c'est les jeunes de ta classe sociale. Parce qu'en fait, les vieux, ils votent Macron. C'est le vote Front National en France, c'est les jeunes des classes populaires. À 90. Si il y avait que les 20-30 ans des classes populaires qui votaient, Marine Le Pen serait élue à 85%.
Ça te fait quoi? Ça te fout la rage, ça t'emmerde, Bah, tu le je pense- comprends, ça te fait quoi? C'est un peu tout ça mêlé, un peu tout ça mêlé. Moi, j'ai pas de leçon à donner aux gens, mais c'est triste d'en arriver là. Mais Est-ce que tu les comprends? certains votes, je peux comprendre, mais il faudrait prendre les gens après au cas par cas. Je peux pas comprendre tout dans. Voilà, je suis pas une machine à comprendre et à excuser. D'abord, comprendre, c'est pas excuser. D'abord. Même de ça, Mais- elle disait tout comprendre, c'est tout pardonner. Qui disait ça? Même de ça. Madame de Staël. Tout Et comprendre, c'est oh, tout merde, pardonner. Madame de Staël. Non, mais je vois ce qu'elle veut dire, effectivement. Non, c'est vrai. Mais, C'est mais, une phrase, c'est juste. mais comprendre. Moi, par exemple, je suis amené à jouer parfois des rôles pas sympathiques du tout. Et on est obligé de comprendre un processus. Mais le comprendre, c'est pas le pardonner, c'est comprendre. Voilà, c'est dire, Oui. je comprends que en ayant vécu ça, on perpétue ça et ça donne ça et vu ce qui lui est arrivé, ça, le résultat final, c'est ça. Je comprends. Voilà. Mais c'est pas pour ça que je pardonne. Oui, donc mais j'excuse. ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, 90% des jeunes de ta classe sociale votent Rassemblement national. C'est un- il- C'est sûr ça, Ah, cette assure- statistique. Et quand je dis jeune, 90%. c'est 20-30 ans. 18-30 ans. Quand je dis ta classe sociale, je veux dire les classes populaires, parce que tu dis t'as un attachement par ça. Ah bah oui. 90% des, Mais 18-30 ans des Alors, classes populaires votent français. 90%. Je vais me renseigner pour savoir si Je te c'est promets vraiment que- je te 90. promets que j'y réfléchis Mais, avant l'émission. En tout cas, ça doit être assez majoritaire, puisque voilà, il n'y aurait pas ce résultat-là aux élections. Donc oui, il doit y avoir une part de vérité là-dedans. Mais bah, je n'ai pas d'analyse à faire. Moi, je constate les choses et voilà. Et c'est, mais je pense qu'on est dans une période, et c'est pas uniquement en France, mais où on sent qu'on est acculé à des choses. On sent qu'on est. C'est comme les sabliers au début, quand le sable commence à couler, on voit pas les bords. Quand on est au milieu, on voit pas les bords. Et puis à un moment donné, on se dit ah merde quand même, oui. Et à un moment donné, là on commence à toucher les parois et on se dit ah ben quand même, oui, on arrive au bout là. Et ce sentiment-là, qu'on soit écologiste, qu'on le soit pas, qu'on soit, enfin, de toute façon, il y a une conscience qu'on arrive au bout. On arrive au bout des matières premières, on arrive au bout d'une amplitude humaine sur la planète. On arrive au bout de plein de choses comme ça. Et l'énergie, tout, enfin bref. Là, dans les chantiers, il y a du retard parce que on manque de fer, on est allé, enfin partout, tout le temps. Le bois qui a pris 30%, 40% dans la gueule. Partout. Le gaz. Bah, le gaz, on sait pourquoi, évidemment. Mais le bois de construction. On voit bien, il y a une plus-value des chantiers comme ça, où tout d'un coup c'est 10, 15, 20% de plus qu'il y a 2, 3 ans. Et ça va être comme ça, et ça va être de pire en pire. Donc ça affole les gens. Et dans cet affolement, eh ben, on est rarement intelligent dans l'affolement. Donc tout d'un coup, un discours un peu ferme, un peu comme ça, et on s'y complaît, qu'il soit à l'extrême gauche, à l'extrême droite ou ailleurs. On a envie de... Extrême gauche et extrême droite, il y a des passerelles très rapides. Les mecs qui votent l'histoire. FN, ils votent très vite France Insoumise ou très vite. Voilà, ça passe Alors très c'est vite. plutôt dans l'autre sens que ça se passe. Ouais, mais il y a. En tout cas, l'histoire a montré ça. Voilà. L'histoire a montré que il y a un tunnel en dessous là. Bon, alors on va passer à des choses plus légères. T'es contre les séances de lecture en groupe, pourquoi? Non, je suis pas contre. Je suis pas contre. Je suis contre quand ça dure des jours et des jours et des jours et des jours. Voilà. Parce que je m'ennuie beaucoup. Un acteur, c'est fait pour jouer sur scène. Donc, je préfère finalement revenir à la table quand on se sent bloqué sur le plateau parce que il y a visiblement un truc qu'on n'a pas compris. Donc, on se remet à la table et on se calme. On lit la pièce et on regarde. Et, ah, ben oui, mais quand je dis ça, alors, ça veut dire que... Ah, d'accord. Et puis là, on retourne sur le plateau. Mais j'ai vécu, moi, avec certains metteurs en scène, toute une semaine, le cul posé sur une chaise inconfortable, à lire et surtout à écouter le metteur en scène nous dire tout ce qu'il avait pu glaner comme renseignement, comme truc. Et alors, la première journée, ça va. La deuxième journée, on commence à dessiner. La troisième journée, on n'a plus de place pour dessiner dans sa brochure. Et la quatrième journée, on se demande ce qu'on fout là, quoi. Et c'est d'un ennui profond.
Voilà. Mais c'est... Alors après, tout dépend de la personne. Il y a des gens qu'on écoute très longtemps. Mais quand même eux, à un moment donné, un comédien, c'est fait pour être sur un plateau. C'est drôle, ces séances de lecture, ça me fait penser un peu aux séances d'alcooliques anonymes ou des DASA, dépenses affectives et sexuelles anonymes. C'est les mecs qui veulent violer tout le monde. Il y a un côté un peu comme ça, tu vois, ça fait penser à ça, tu vois. Un peu. Bah, ouais, mais enfin, c'est pas... C'est quand même Bah attends, si nous tu mets comparer Woody à Allen, ça... Richard Berry, Patrick Poivre d'Arvor, tu fais une séance d'ASA extraordinaire. Je te laisse la responsabilité La de vanne ces était de propos. mauvais goût, on la Ouais, comprend au montage. non, mais ça peut être très long et très ennuyeux. Mais bon, c'est pas des lieux exutoires. Mais en général, c'est un petit concours de connaissances. C'est-à-dire que chaque acteur va essayer de montrer au metteur en scène qu'il a bien lu, qu'il a lu même à côté de la pièce certaines œuvres. Et j'aime pas cet étalage-là un petit peu où on fait les coqs avec sa culture. Voilà, comme de toute façon, toutes les conversations entre metteurs en scène et acteurs se terminent par on verra ça sur le plateau. J'ai envie de dire, bah, allons-y alors. Et puis arrêtons de parler et faisons. Parce que ce qu'on oublie trop souvent, c'est que le corps pense, la main pense, l'acte d'être sur scène physiquement peut tout d'un coup décoincer des choses. Il n'y a pas que le cerveau, putain, il n'y a pas que la connaissance bibliophile comme ça des choses. Non, on peut être... Ce qui est beau au théâtre, c'est que tout d'un coup, un geste peut résumer 3 volumes de littérature. Un geste au bon moment. Et ça peut être un abîme de pensée. L'art du clown, c'est ça, résumé tout d'un coup par un regard avec son petit nez rouge, un truc. Et ça ouvre des horizons incroyables. Donc, j'aime bien ce métier pour ça. C'est un mélange voilà, où tout compte. Pas plus la tête que le corps. Enfin, tout est lié. T'as dit un truc très très vrai que j'ai vérifié. Les écrivains ne savent pas dire leur texte et ne savent pas lire leur poème. 2 exemples. Jacques Roubaud qui est venu faire ici une lecture où j'ai cru que j'allais me suicider en direct, voire m'ouvrir les veines, voire les Cévennes. Et mon grand-père, qui était le poète préféré d'Henri Michaud, qui était le meilleur mythe d'Allende, de Supervielle et de Neruda, qui est toujours vivant et faisait des lectures. Et on avait l'impression qu'on allait mourir à chacune de ces lectures, tellement c'était horrible et chiant. Mais c'est vrai, quand on écoute les enregistrements de Claudel, ils sont émouvants parce que c'est la voix de Claudel et qu'on l'entend. Mais j'aime pas la façon dont il dit du Claudel. Il sait pas dire du Claudel. Et Guillaume Apollinaire, pareil, on a sous les ponts, Mirabeau, coule la Seine. C'est chiant à entendre. C'est daté, et puis c'est hormis les problèmes techniques de l'époque, c'était des rouleaux de cire et tout. Donc Ah, j'entends, on a toujours réussi ces problèmes techniques. Mais donc c'est émouvant d'entendre une voix ancienne, c'est émouvant. Mais c'est vrai que les auteurs, rares sont les auteurs qui savent lire leurs œuvres. C'est souvent ridicule même. Oui, parce que c'est pas leur métier. Ouais, c'est pas leur métier. Alors il y a quelques auteurs qui ont tâté de la comédie, qui ont fait un peu de théâtre, tout ça, qui ont une petite science de ça, mais c'est rare. Alors t'es parti en URSS pour la remise d'un prix et t'as vécu la chanson. La place rouge était vide. On faisait Nathalie. La place rouge était vide. Alors c'était pas parce qu'on allait recevoir un prix. Ça s'appelait Anna. C'est pas Nathalie, c'est Anna. Un petit ami russe, ouais. Non, c'était un voyage avec le Conservatoire national et on allait faire un concours de théâtre d'école et on a eu un prix, oui, je sais plus lequel. Et puis mais c'était juste avant la chute du mur. Quel souvenir t'as de l'URSS ? Eh bien, plein de choses très diverses. D'abord, une des premières soirées qu'on a passées avec des Russes, on s'est fait engueuler parce qu'on aimait bien Gorbatchev et eux le détestaient. C'était vraiment pour eux voilà, ce qu'il y avait de pire, ce qui pouvait leur arriver de pire. Parce qu'il y avait un désir tel de changement chez eux que toute personne qui leur disait « Attendez, on va y aller mollo, on va pas tout libéraliser comme ça », et c'est comme des chevaux dans les bosses, quoi. Ils ont envie
partir, quoi. Et donc, grand mal leur en a pris parce qu'ils ont viré Gorbatchev et après ils ont eu Eltsine, ils ont eu Poutine et puis voilà. Mais Gorbatchev dit non, on ne peut pas sortir de 70 ans d'une économie, d'une société cadenassée. Si on ouvre les vannes tout de suite, ça va être le grand n'importe quoi. Et ça a été le grand n'importe quoi. Moi, il y a un truc intéressant que m'ont raconté Limonov, Patrick Besson et Melchior, qui est trop bien connu, le RSS, ils sont alliés. C'est qu'en France, t'as extrême droite, t'as extrême gauche. Un militant néo-nazi ne fréquente pas Laetitia Casta. Enfin, on s'en doute. Voilà, ça me paraît une évidence. En Russie, t'avais un underground russe où t'avais un mélange de militants néo-nazis, mais quand je dis néo-nazis, c'est vraiment néo-nazis, avec des icônes du rock russe qui faisaient la une de Rock et Folk. Tu pouvais avoir la mannequin russe, genre la Claudia Schiffer russe, qui en même temps était avec Jirinovski, qui était pire que Le Pen russe. Tout notre système de valeurs français n'avait plus aucun sens en Russie. Alors moi, j'ai pas connu ça parce que j'étais tout gamin, étudiant au conservatoire, etc. Et on était très encadrés et tout, mais il y avait ce que j'ai vécu, c'est un tel désir que quelque chose se passe et se passe vite, voilà, que vite changer de monde, vite changer de et c'est pour ça que nous on disait Gorbatchev c'était notre idole et non, pas pour eux, et voilà. Alors, t'es allé voir Jack Lang pour 3 projets. Premier, 1 heure de lecture à haute voix pour les primaires. Moi, c'est très utile pour moi parce que je suis un esprit primaire, je ne sais pas lire, alors j'apprends à lire. Je suis au A, je vais atteindre le B, le C, et le CBD peut-être. Déjà, pour lire, il faut se mettre en retrait. Ouais. C'est quoi lire déjà ? C'est faire passer quelque chose. Donc, si on est préoccupé par une faconde, une envie, comme je sens un peu chez toi, pardon de te dire ça, mais une envie comme ça de marquer quelque chose, finalement, on fait concurrence. Or, faut accepter. Bien sûr, évidemment, tu fabriques quelque chose. Mais ce que je veux dire, c'est que le secret d'une présence scénique, finalement, il n'est pas dans l'affirmation de soi, il est dans l'effacement de soi. Et c'est là qu'on vit, c'est là qu'on existe. Paradoxalement. C'est ce qu'a essayé de dire toute sa vie Michel Bouquet, en fait. Et c'est qu'au service d'un texte, le texte va vous renvoyer une image et d'un personnage. C'est-à-dire que moi, de plus j'avance dans ce métier, moins je m'intéresse au personnage, en fait. Je m'intéresse à l'écriture. Et l'écriture du personnage. Mais je m'intéresse à ce qu'il dit, ce qu'il est, ce qu'il fait, je m'en branle, en fait. Et on verra bien s'il faut mettre un truc sur le dos, on verra. Mais je suis pas contre le déguisement, changer de look, etc. Mais pour moi, c'est la petite touche en plus, c'est la cerise sur un gâteau. Ce qui compte, c'est le rapport au texte. C'est ça qui fait exister. Et la preuve, c'est qu'en répétition, souvent, on n'est pas habillé, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de décor, il n'y a rien, il n'y a pas de maquillage. Et pourtant, tu regardes tes copains jouer et tu dis « Putain, la scène a été vachement bien ». Et il n'y a rien. Il n'y a que des comédiens avec un texte. Mais et ça existe. Donc, ton idée que tu as proposée à Jack Lang, on parlera de Jack Lang après, était pas conne. Parce que la lecture, c'est 3 choses. La lecture, c'est l'ennui. Il faut s'ennuyer pour lire. Quand tu as ton smartphone, ton ordinateur, tes 40 trucs, tes 40 potes, tu peux pas lire. La lecture, c'est la patience. Tu prends le temps d'ouvrir un livre, tu prends le temps de lire les 500 pages. Et la lecture, c'est un peu l'oubli de soi. C'est pas être un Instagrammeur, c'est pas l'ego, tu vois. Lecture, c'est te mettre dans le texte. C'est un oubli de soi, mais c'est la découverte que ce que je suis existe dans tel bouquin. C'est-à-dire que cet auteur-là, page 241, il dit un truc qui me va. Et c'est dans la poésie, c'est ça aussi. On n'est pas obligé de tout aimer dans la poésie. Moi, je sors à la rentrée prochaine une anthologie de la poésie française chez Calman Lévy. Et dans ma note introductive, je parle de ça. On n'est pas obligé de tout aimer. Connard. Ah oui, mais il aurait fallu qu'on se rencontre avant. Mais je peux pas tout mettre. Déjà, ça va faire 650 pages, donc. Mais
Il n'y a pas une plage pour lui. Et T'as mis des trucs genre Louis-René Desforêts, c'est qui les poètes à la con non, j'ai pas mis lui. Philippe Jacotet. J'ai pas mis non plus. Heureusement. Bon, alors c'est bien. Mais non, il y a forcément, c'est une éditorialisation qui a, comme toute éditorialisation, a un côté injuste. À un moment donné, il faut rendre, faut rendre ce qu'on a collecté. Ouais. Et mais sinon, j'y serai encore, et j'y serai avec plaisir d'ailleurs, à rechercher, à lire. Mais je fais ça depuis des mois déjà, et à un moment donné, il faut rendre. Mais ce que je voulais dire, c'est que à l'intérieur d'un poème qui nous laisse un peu de marbre, tout d'un coup, il y a un vers qui peut nous sécher sur place et qui va être un vers, mais pilier de votre existence après. Donc, c'est ce que Frédéric me dit toujours avec BD. Frédéric m'a toujours dit, un bon livre, tu le giges, tu lis 400 pages et à un moment tu t'arrêtes sur une page et tu dis putain c'est beau et je sais pas pourquoi. Mais oui, il y a de ça, bien sûr. Voilà. Alors après, il vaut mieux qu'il y ait plusieurs pages comme ça, surtout alors, sur 400. On va quand même avancer parce que sinon on va pas le temps. Sur le conseil numéro 2, et là j'ai une blague géniale. Publication du texte dans les écoles sans de bas de page ni biographie des auteurs. Pourquoi Et après j'ai une blague. Alors, parce que je trouve que les manuels qu'on donne aux enfants sont toujours bardés de commentaires, de préfaces, de repères chronologiques, de notes en bas de page, de lexiques, de glossaires, etc. Et qu'on cherche, moi c'est ce que j'ai vécu vraiment comme élève, alors que je faisais déjà un peu de théâtre, je regarde le petit classique, Larousse, Bordas, ce qu'on veut, ils sont tous ressemblants d'ailleurs, et je me dis, mais il est où le texte de Molière ? Et on le cherche. On le cherche. Pas de pages, de commentaires, d'introductions. Et je dis, mais pourquoi on ne ferait pas une collection pure, rien. Et il se trouve que l'élève, il est à un moment génial de sa vie, c'est qu'il lit un truc qu'il ne comprend pas, il lève la main, il fait « Madame, monsieur, ça veut dire quoi ça ?» Et le prof est là pour expliquer. Et surtout sans bio des auteurs, Voilà. c'est très important. Et puis maintenant, on a Wikipédia, on regarde, on tape 2-3 mots, on se dit « Ah bah oui, ça veut dire ça alors. Ah, c'est de l'ancien français et tout ça. » Bon. Mais la recherche qu'on va faire parce qu'on ne comprend pas va faire qu'on va comprendre et qu'on va enregistrer. Mais si tout est donné d'avance comme ça, tout devient chiant en fait. Tout est prémâché. Même les questions qu'on peut se poser sur l'œuvre. Dites en quoi Scapin est fourbe. Montrez en quoi. Et si tu mets la bio de l'homme, en fait, le mec va s'intéresser à la bio et il va pas lire le texte. Ça n'a aucun intérêt. Donc, moi, je prônais une collection qu'on aurait pu donner aux mômes à l'école, des auteurs étudiés faisant partie du programme scolaire, de rien que le texte. Alors, à ce propos, Philippe Chuel, il m'a mandaté pour faire une vanne que je fais à sa place. Et il faut toujours séparer l'homme de l'œuvre. Par exemple, Céline. L'œuvre, nulle, mais l'homme, génial. Bon, allez, on passe. Lang te répond, fais un putsch. C'est une réponse de con. Non, non, parce que, il s'est débarrassé de moi, ça c'est sûr, mais d'une certaine façon, il avait raison. C'est-à-dire que à un moment donné, quand on a des idées, il faut prendre le pouvoir. Il faut les appliquer. Il faut se mettre en position de pouvoir les appliquer. En ce sens, il n'avait pas tort. Alors, il s'est un peu débarrassé de moi, voilà. Donc, mais il n'avait pas envie de s'emmerder avec ça. Mais il n'a pas envie de s'emmerder avec grand-chose. Oh, quand même, non. Il a fait tellement de choses. Mais à une époque où, voilà, là, il y avait un... Il a fait surtout... Il y avait des choses... Les choses étaient plus faciles. Une dictature culturelle qui a mis à part certains artistes et qui a mis ce qu'il aimait en perspective. Je sais pas, ça. Peut-être. De toute façon, il y a forcément un choix, une ligne, une envie. Mais je suis pas sûr qu'on puisse le résumer à ça, parce que il a œuvré dans des tas de genres très différents, y compris des trucs où il y connaissait pas grand-chose, mais il a permis des émergences quand même. Donc, non. Mais l'époque était plus facile. Ça diminue pas son action. Je suis pas du tout d'accord, parce que... bon, déjà, j'ai reçu 300 invités dans mon émission, dont, je sais pas, Claude Lelouch, Michel Lerocan, Bernard Finkielkraut. Et l'invité le plus odieux, le seul qui n'a pas adressé la parole une seule fois, il m'a même pas dit bonjour, ni au revoir, ni qui êtes-vous, c'est Jacques Lang. Déjà,
ce mec est odieux. Et deuxièmement... Ouais, je l'ai pas connu sous cet aspect-là. Et deuxièmement, parce que... ce mec a fait... Parce que moi, mon père était peintre, mon grand-père était poète, ma mère était écrivain. On vient d'une famille de collectionneurs d'art. Et Jack Lang a fait un peu ce qu'on appelle une dictature du copinage, où il y avait ses copains qui avaient tous les droits, qui pouvaient exposer, et il y avait certains artistes qui n'étaient pas dans le club, qui n'étaient pas dans le Saint des Saints, qui n'avaient pas leurs droits. Et ça, même des ministres de la culture pas fous, genre de Dieu de Vabre ou je sais pas qui, ont laissé tous les artistes exposer. Et Lang, il a laissé certains artistes s'exposer. Alors, je ne le connais pas sous cet aspect-là. Moi, les débuts des années 80, moi, j'étais assez minot et j'ai pu vivre la joie de la fête de la musique. J'ai pu voir une explosion comme ça du théâtre à l'école aussi, qu'on lui doit. Enfin, non, il y avait un sentiment de liberté comme ça. Mais j'étais pas jeune artiste émergent, exposant, blacklisté. Bon. Donc, je me rends pas compte de ça. Mais c'est possible. Mais je vous fais Tu dis confiance. un truc très vrai. Tu dis, J'espère. on a souvent une admiration lointaine. C'est-à-dire les acteurs que t'aimes le plus, c'est les acteurs en noir et blanc. Et les films que t'aimes le plus, c'est les films en noir et blanc. Moi, mon actrice préférée, c'est Louise Brooks. Bah, c'est-à-dire que c'est difficile d'admirer quelqu'un en exercice à côté de vous qui fait le même métier en même temps que vous. C'est un gros con quand même. Non, mais même qu'il soit, c'est difficile. Moi, par exemple, on en parlait encore cet après-midi, on répète, mais je suis pas un spectateur. Je vais quasiment jamais au théâtre. Je vais voir quand j'ai vraiment un ami qui joue, voilà, et que j'ai peur de vexer si j'y vais pas. Mais sinon, non, je sors peu. Et j'ai pas envie d'être dérangé dans mon... Alors, si ça se trouve, c'est complètement con ce que je dis, et j'ai tort, mais je prétends pas avoir raison. Hein. Je dis comment je fonctionne. J'ai besoin d'une... d'une... C'est une précaution oratoire que tu prends depuis 2 minutes. Mais oui, non, mais parce que voilà, j'ai pas la vérité. Donc, mais j'aime bien être dans ma bulle. Moi, je vois un acteur de mon âge, du même gabarit que moi, du même emploi, comme on disait, et qui explose dans un rôle magnifique. Aucun intérêt. Je me dis, ah merde, il est vachement bien ce qu'on a. Mais on peut s'en foutre, bien sûr. Mais je sais pas, j'ai envie de préserver quelque chose à moi. Voilà. Et puis mes ouvertures au monde, c'est plus dans la lecture. Ailleurs que je vais trouver ça, dans la musique, dans le relationnel que je peux avoir, et qui est vraiment... Surtout le nôtre est très mauvais. Comment ? Le nôtre est très mauvais. Non, mais oui. Tu m'as interdit de parler de Jean-Marie Le Pen, je peux parler de Louise Brooks. Louise Brooks, 1 minute. Louise Brooks, extraordinaire. Elle fait du cinéma muet. Au moment du parlant, elle dit « Je refuse de faire du cinéma parlant ». Elle arrête sa carrière en pleine gloire au cinéma parlant. Et elle devient clochard, elle devient call girl. Elle vit pendant 50 ans comme call girl clochard. Et 1 mois avant sa mort, il y a un mec qui va la voir, qui dit « J'ai une actrice que j'adore, elle a fait des films géniaux, elle s'appelle Louise Brooks. » Et Louise Brooks dit « Mais c'est moi, et je les ai jamais vus ces films. » Et le mec lui dit « Mais je vais te les montrer. » Et 1 mois avant sa mort, elle voit tous ces films. Et elle avait écrit son autobiographie qu'elle avait appelée Mémoire d'une petite conne, qu'elle a brûlée tellement elle trouvait mauvaise. Et les seuls souvenirs qu'on mettait en scène qui la faisait jouer sur les tournages, c'est qu'elle lisait Schopenhauer et Wittgenstein sur les tournages. C'est pas mal quand même. Ah ouais. Je connaissais pas cet aspect. Et moi, celui qui m'a fait connaître Louise Brooks, alors, comme on est là, oui, carrément, c'était mon meilleur ami, c'était mon grand-père, qui est un immense écrivain qui s'appelait Roland Jacquard. C'était quasiment mon grand-père, mon meilleur ami, mon père spirituel. C'est lui qui m'a appris la vie, quoi, quasiment, ouais. Je venais avec lui dans une pizzeria un dimanche soir. Il est 22h, il me parle un peu de conneries. Je me trouve un peu lourd, un peu fatigué. Il me parle de télé-réalité, tu vois. Un immense écrivain qui a écrit sur Wittgenstein et Karl Kraus et qui te parle de télé-réalité, c'est un peu... T'as envie de dire merde, quoi. Il me parle de choses pas passionnantes, le dîner n'a aucun intérêt.
Il m'invite, il m'avait jamais invité au restaurant, ça coûtait 15 balles. Hein. Il m'invite. Je dis ça, tiens, je me dis, il m'invite. Et il habitait à côté, il rentre toujours à pied, et là il prend un taxi. Je lui dis, pourquoi tu prends un taxi? Il me dit, ah, tout se perd. On était dimanche soir. Lundi matin, on m'appelle à 9h30 du matin. Roland Jacquard s'est suicidé. Voulez-vous faire son oraison funèbre? Ah la vache. Fin de l'histoire. Voilà. Alors, j'ai fait son oraison funèbre, voilà. Et c'était un immense écrivain, peut-être un des plus grands écrivains français. Il y avait à son enterrement Isabelle Huppert, Jean-Paul Enthoven, Tarama Djeloun, enfin que de gens bien quoi. Alors c'est quoi apporter son manger? Ah, alors je me suis amusé oui, à définir ces expressions qu'on a entendues, qui n'ont plus cours, hein, mais que parfois, oui. En général, c'est un signe un petit peu de ringard. Disent, c'est les comédiens qui disent bon bah avec ce metteur en scène là on va pas être nourri intellectuellement, sous-entendu, donc vaut mieux arriver en sachant ce qu'on va jouer sur scène. C'est ça que ça dit. Maintenant les comédiens mangent plus que des pilules de toutes les façons. Mais ce sont des expressions qui ont plus court, mais on aime bien souvent avec 2-3 copains comme ça de faire étalage de ces anciennes expressions. Pourquoi ils n'aiment pas le festival d'Avignon, à part que c'est l'Olivier Pireux? Juste mot de merde. Ouais. Alors, répète la question. Pourquoi t'aimes pas le festival d'Avignon? Ah non, j'aime bien. Ah ouais, t'en dis du mal dans un bouquin? Non, je dis que ça m'affole un peu parce que je suis un... J'aime pas la foule, j'aime pas les concentrations de gens. Ce soir, tu vas être content, il n'y a personne. Oui. Mais j'aime pas le... Je t'ai accueilli en slip. J'aime par exemple, c'est vrai en plus. Non mais quand même, faut dire que Philippe Torreton est arrivé 1 heure à l'avance. Donc du coup, moi, je l'ai accueilli en slip et je lui ai fait visiter ma chambre avec un pot de pipi. T'as vu qu'il y a un pot pour faire pipi dans ma chambre? Non, j'ai pas vu. Il a fait visiter la maison en désordre absolu et en slip. Voilà. Et donc, t'as pas la foule? Non, j'aime pas la concentration de gens qui font la même chose. C'est-à-dire que j'aime le monde paysan, mais j'aime pas le salon d'agriculture. Ouais, okay. J'aime le théâtre, mais j'aime pas le festival d'Avignon dans ce que ça représente. Mais en même temps, c'est génial que ça existe. Je suis pas contre, mais ça me rend mal à l'aise. De toute façon, tous les milieux, le milieu littéraire, le milieu théâtral, le milieu du sport, tous les milieux, c'est de la merde. Dès qu'il y a un milieu, c'est de la j'irai merde. pas jusque-là, mais ça me dérange un peu. La moindre terrasse de café, bing, il y a 15 000 acteurs ou metteurs en scène ou producteurs de spectacles. Et voilà, c'est comme le... J'adore le cinéma. Qui dit milieu, dit intrigue, Bah échange d'ego, adversité, renvoi d'ascenseur. C'est ça un milieu. Ouais, je suis pas très à l'aise, moi, dans tous les milieux, en fait. Ouais. J'aime les bizarreries des rencontres, Non, mais j'aime quand, dans un dîner en ville, comme on dit, tout d'un coup, on va se mettre à parler avec quelqu'un qu'on n'aurait jamais croisé si la personne qui nous reçoit s'était pas dit, tiens, je voudrais voir ce que ça donne, machin. Moi, à tous mes dîners, il y avait Villard, donc rassure-toi, tu vas jamais le croiser. Ah bah... tu vas le croiser, justement. Je l'ai croisé. Merde. Et tu le salueras bien de ma part, il est gentil comme tout. Et dans un salon du livre. On s'est croisés. Mais voilà, j'aime bien quand tout d'un coup on est amené, on est bousculé quand on sort un peu de sa petite zone de confort et qu'on rencontre des gens différents. Ça, j'aime bien. Voilà, ça, oui. Mais le temps d'une intimité, par exemple, les premières, c'est un calvaire pour moi. Première de film, première de pièce de théâtre, c'est un calvaire. J'ai toujours peur de dire... Merde, comment il s'appelle lui? Comment il s'appelle? Et je sais plus les noms, je m'affole, donc la mémoire s'affole, donc je retiens plus rien. Et je me retrouve à faire, oui, bien sûr, on se connaît, et je remets plus les gens, et je suis mal à l'aise. Alors là, on va accélérer un tout petit peu. Ouais, ça m'arrangerait. Non, on prend 10 minutes encore, ça te va? 10 minutes. 10 minutes, ok. Alors, on va vite. Meilleure blague de dernière. C'est dans ton petit lexique du... Il y en a pas parce que je déteste les blagues de dernière. Ok, donc ça va aller vite. Voilà. Ok, je passe la question. Tu dis... Non, mais tu t'opposes au classique. Pardon? Moi? J'ai joué tellement de classiques. Comment j'aurais pu dire une bêtise pareille?
Non, je pense que... Donc la question était mal notée. Ouais. Tu vois, c'est à l'encre de Chine, c'est écrit mal, tu vois. Le comédien est un animal étonnant qui inventerait la neige pour y laisser une trace. Qui s'inventerait une neige. Qui s'inventerait une neige, ouais. Pour y laisser une trace. C'est ton cas? Oui. Ouais. Ah bah oui. Un peu comme les Et je pense que c'est le cas de tout le monde. On a envie de laisser une trace. Pourquoi les gens gravent, comme des cons d'ailleurs parfois, sur des pierres anciennes, des écorces d'arbres qui n'ont rien demandé, dans les chiottes, voilà. On laisse une petite trace d'un passage comme ça. Chiottes et traces, ça peut faire référence à autre chose. Ouais. Mais disons, ça y va. Mais on laisse des traces. Voilà, on a envie de laisser une petite trace. Voilà. Comment apprendre son texte? Moi, il y avait Olivier Lejeune, je en scène, bon, peut-être pas le meilleur, qui avait une technique pour apprendre son texte qui était plus compliquée que le texte à apprendre lui-même. Mais j'en ai entendu parler, oui, effectivement, Ah, je comprenais rien. La technique de Non, je la Lejeune, connais pas justement. Elle est hyper compliquée. Mais je trouvais ça compliqué, c'est un truc ouais. complètement fou. Ouais. C'est plus long à apprendre que le texte. Le temps de comprendre la technique, on a le temps d'apprendre Cyrano de Bergerac. Voilà. Mais Cyranus de Bergerac. Oh là. Mais non, mais faut apprendre bêtement par cœur, c'est-à-dire ligne par ligne, et ça prend du temps. Mais à un moment donné, ce qui aide la mémoire, c'est la compréhension, c'est de comprendre ce que dit le personnage à ce moment-là. Et là, après, on peut se tromper d'un mot, mais en général, on trouve un synonyme, puis à la fin, on finit par dire exactement le texte. C'est pas une mémoire photographique, c'est une mémoire de sens. Au début, elle est photographique. Je lis, je cache, je répète, je regarde, je me suis pas trompé, je recommence, je dis la deuxième phrase, etc., etc. Mais au bout d'un moment, la mémoire photographique s'estompe pour laisser la place à la mémoire du sens. Je sais ce que je dis. Et est-ce qu'il y a beaucoup de comédiens qui travaillent à l'oreillette? Je n'ai jamais, pour l'instant, rencontré un comédien qui travaillait à l'oreillette. Mais je pense que l'oreillette n'a rien de déshonorant quand il y a un vrai problème de mémoire lié à l'âge, un affolement. Tu sais qui a inventé l'oreillette? Non, pourquoi Jean Lefebvre. C'est lui le premier. C'est Jean Lefebvre qui a inventé l'oreillette. Alors, il l'a inventé ou il a... Et c'est le premier qui a... Ok, d'accord. C'est le premier qui a importé en France l'oreillette. Je savais pas. Non, ce qui est inexcusable, c'est quand un comédien a toutes ses facultés, simplement parce qu'il est feignant, il s'en branle, et voilà. Ça c'est... Mais quand ça peut aider un acteur, un vieil acteur, une vieille actrice, ou quelqu'un qui a un désordre de mémoire, ça existe, il y a des maladies, où il y a des passages dans la vie, on n'arrive plus... pourquoi pas? Pourquoi pas? De la même façon qu'on va se... Je sais pas, qu'on va se mettre une attelle à la jambe si on a un truc. Pourquoi ne pas aider la mémoire comme ça, ou rassurer en tout cas. Donc, c'est pas... Pour moi, quand c'est fait comme ça, c'est pas déshonorant. Quand c'est du foutage de gueule, ça moi, il y a un truc qui me fait beaucoup rire. C'est Depardieu qui ne fonctionne plus qu'à l'oreillette, qui ne lit plus les scénarios et qui enchaîne les films. Alors du coup, il enchaîne Obélix avec un film où il joue un violeur. Alors tu imagines qu'il mélange les deux, quoi. Il joue Obélix et tout d'un coup il joue le violeur. Il se trompe avec son oreillette et il sait plus s'il est le criminel ou le violeur ou Obélix. Ou s'il est... C'est totalement lunaire. T'as écrit une lettre ouverte de Depardieu, c'est pour ça que j'en parle. Oui, et donc je ne commenterai pas. Ok, merci. On m'a dit qu'il fallait parler de cortisone, pourquoi? Pardon, qu'il fallait te parler de cortisone. Non, c'est parce qu'à un moment donné, dans mon petit dictionnaire mon petit lexique amoureux du théâtre, oui, je parle de la cortisone parce que c'est un médicament où je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'acteurs qui ont échappé à ça à un moment donné, avec des problèmes de voix, des problèmes voire même des piqûres carrément de cortisone. Donc voilà, moi j'ai eu une période comme ça où... Ça en bouffi, tu as dit bouffi. Et j'ai eu une réaction allergique, j'ai fait une allergie à la cortisone. Ouais. Moi j'étais pharmacien non conventionné, j'ai une pile pour chaque minute de la journée. Alors t'aimes beaucoup Shakespeare, tu dis, et il y a un truc génial, Shakespeare c'est 200 mots. Alors que, je vais citer un exemple. Non, Racine, c'est 300... Enfin, il n'y a pas énormément de vocabulaire. Voilà, alors qu'on va prendre un écrivain de merde. Alors, je vais chercher avec quelqu'un qui m'aime déjà pas pour pas me brouiller avec lui. Philippe Labro, c'est 10 000 mots.
Non, mais c'est un linguiste qui avait fait ce calcul-là, et Shakespeare a augmenté la langue anglaise de... Je me demande si c'est pas des 2 tiers, ou... Enfin, dans des proportions gigantesques, en tout cas. J'ai peur de dire une bêtise. Et je trouve ça incroyable qu'un auteur, par son invention, par sa richesse de vocabulaire, ait pu, comme ça, tout d'un coup, augmenter la langue anglaise. Et je crois qu'il y a pas d'équivalent nulle part y a pas au-dessus. dans le monde. Il y a un truc que tu regrettes, c'est la disparition des figurants. Et est-ce que tu regrettes pas aussi au cinéma la disparition des seconds rôles? Je pense à Paul Prébois qui est mort puceau, mais qui est apparu dans 400 films, à ces jeunes filles qui lisaient du Proust dans des livres, dans des films de Max Pécasse, à Zardy, tu sais Zardy qui avait une gueule épouvantable, et tous ces petits comédiens qu'on voyait de film en film, qui avaient des gueules, qui étaient des personnages, et qu'on voyait dans 400, 500, 600 films. Alors, ça reprend un peu quand même, mais c'est vrai qu'on a... J'ai eu le sentiment, moi, à tort ou à raison, mais que les films n'avaient plus beaucoup de relief. C'est-à-dire qu'il y avait ces 3-4 acteurs principaux, et après, plus grand monde. Alors que dans un cinéma plus vieux, plus ancien, comme ça, plus traditionnel, on va dire, des seconds rôles étaient réellement écrits. C'était pas des passeurs de plats, quoi. Et on pouvait y voir des Carrettes, des Noël Roquevert qui avaient une épaisseur. Non, attends, c'est quoi ce film avec Noël Roquevert et Bourvil qui est génial, Cadet Roussel, chef-d'œuvre. Oh là là, ça c'est loin, c'est loin. Mais c'est un chef-d'œuvre que personne n'a vu. Mais en tout cas, Noël Roquevert... personne n'a vu celui-là. Moi, je vous recommande Cadet Roussel et les Noël Roquevert dans Fanfan la Tulipe. Et les tortillards sans mêle. Ah, je connais pas. Tu connais pas les tortillards sans mêle? Non. Les tortillards, c'est un film avec Louis de Funès, qui avait un tout petit rôle. C'était Jean Richard qui est le rôle principal. C'est un film d'une drôlerie absolue. C'est un chef-d'œuvre absolu. Et quand Louis de Funès est devenu star, on a ressorti tous ces films où il parlait 1 minute avec Louis de Funès en tête d'affiche. Alors du coup, ils ont appelé ça Quand les tortillards s'en mêlent avec Louis de Funès en tête d'affiche. C'est chef-d'œuvre. Alors, question, j'ai plus 4 minutes. Ta grand-mère Mémé était étonnée que tu sois acteur à Paris car tu n'avais pas la distinction d'un gars de la ville. Est-ce que, en fait, la distinction, ça existe? Ou est-ce qu'en fait, la distinction, c'est pas juste des modes? Est-ce que la distinction, non, mais il faut comprendre, pour elle, qui a vécu à la campagne, le théâtre, c'était la ville. Et les gens de la ville, en général, avaient plus de moyens qu'à la campagne. Il y avait des habits, tout ça. Donc, un acteur, pour elle, voilà, il y avait une prestance, il y avait un habit, il y avait quelque chose. Et donc, elle était étonnée, oui, parce qu'elle avait dit ça à une émission de télé. Elle avait été interviewée par Paul Amar, en disant il n'avait pas la distinction d'un gars de la ville. Et j'ai trouvé ça mignon. Et tu l'as aujourd'hui, la distinction d'un gars de la ville? Non, je pense pas. Je pense pas. Moi, je pense que je cherche pas à l'avoir. Jamais existé, en fait. À une époque, il fallait être blanc. À une époque, au XVIIIe siècle, l'aristocratie, c'est être blanc. Au XXIe siècle, l'aristocratie, c'est être bronzé. À une époque, il ne fallait... tu vois, tout a évolué. La distinction, c'est une mode, en fait. C'est mouvant. Oui, mais ça en dit long sur l'écart qu'il y avait entre ce monde de la campagne et puis le monde de la culture. Voilà, et donc, elle a été surprise. Qui est un peu snob, un peu popote. Juge les gens en disant, s'ils prononcent 3 phrases, je ne leur parle plus. Enchanté, bon appétit et au plaisir. Ça veut dire que ce sont des ploucs. On m'a dit ça une fois, qu'on ne disait pas bon appétit. Non. Mais Hervé Villard le dit alors. Ah, s'il le dit alors, on est couvert. Pourquoi que les koalas sont interdits au théâtre? C'est parce que dans mon petit lexique amoureux du théâtre, il y avait la lettre K et je n'avais pas de mots commençant par K, donc j'ai inventé ça. Par contre, le pangolin a tué le théâtre. Oui, ça c'est sûr. C'est une bonne vanne, ça. Ouais, on a plus de 3 minutes. Alors, tu balances sur Doc Gynéco, Faudaim, Mireille Mathieu, Barbelivien. Ah bon? Ouais, tu dis du mal d'eux. Dans quoi? Je sais plus, dans une interview, sans doute, à la télé. Ah non, je crois pas, non.
Moi, j'aimais beaucoup Mireille Mathieu parce que quand. Moi, je crois pas, non, ça doit être des trucs déformés parce que je. Ah non, non, c'est vraiment non, ça, on a bossé. Hein. Ah bon? Mais Mireille Mathieu, une histoire géniale, c'est qu'en fait, son impresario lui écrivait les réponses à l'avance. Donc elle avait les questions et les réponses. Et un jour, Bouvard l'interview et il mélange les questions et les réponses. Oh bah tiens, quel est votre animal préféré? Napoléon. Bah, je sais pas, je me souviens pas, mais ça doit être au moment de la campagne de Sarkozy. Ouais, Avec avec tous les chanteurs ringards qui sont venus. Mais bon. Ouvreuse de la comédie française qui disait ouvreuse de la comédie française qui disait pogrom au lieu de programme. Ça me faisait rire, même si le mot est triste, mais elle se sentait obligée de surarticuler le mot programme, et de soir en soir, ça devenait programme, et on entendait pogrom, quoi. Et comme quoi, il faut pas en faire des caisses dans l'articulation. Et à propos d'en faire des caisses, tu parles aussi des P sur scène. N'oublions pas Roland le Péteur, protégé d'Henri II, Saint-Augustin, pétomane célèbre, Maurice Pujol qui jouait au clair de la lune avec ses P. Sans déconner. Vraiment, vraiment. Mais je vais à toute vitesse là. Ouais. Tu dis quand il y a les toilettes sont loin de la scène, c'est chiant. Souvent, les théâtres sont mal foutus, ouais, par rapport aux petits problèmes des acteurs. Ouais. C'est Artaud qui disait là où ça sent la merde, ça sent l'être. Il disait ça. Ouais. Mais ouais, les théâtres parfois y compris même des théâtres récents où il faut prendre un ascenseur pour remonter. On pense pas assez à ça. C'est Jean Cochet qui faisait pipi sur scène souvent. Ah bon? Ouais. Ah bah alors. Mais est-ce que finalement le théâtre, la littérature, c'est pas un vomi, une diarrhée, une sperme, une mouille? Est-ce que c'est pas une diarrhée mentale la littérature? Oh bah non. Non, mais ce que je veux dire, c'est que la littérature, ça part de mauvais sentiments, ça part de ce qu'on a de plus bas souvent, ça part de ce qu'on a de Bah non, ça parle de tout. ça parle de tout, justement. De tout, bah oui, de tout, mais pas que ça. Donc, et pas que ça, évidemment. Bah oui. Donc, non, ça peut. On peut faire de magnifiques pages sur des choses qui pourraient être considérées comme vulgaires ou terrifiantes. Mais non, c'est tout, la littérature, c'est tout. Ça peut être. On peut faire. Moi, cette phrase, personne ne pourra la nier. La littérature, c'est. Bah oui, il y a tout. Il faut l'air Grodec. Eh ben merci. Ah non, il y a encore des questions. Non, sans déconner. Ah non, il faut vraiment que j'y aille. 1 minute 30. Oui. Alors, t'as fait 1 an après l'incendie de Notre-Dame, ça c'est sublime. T'as lu un texte pour la vénération de la couronne d'épines. C'était un moment très fort. Ah oui, très fort. En 2 mots. Ah bah c'était inoubliable. Ok. Ouais, inoubliable. Et ce que tu fais actuellement, 2022, tu joues Nous y voilà avec Richard Kolinka, qui est le batteur de Téléphone. On fait Cendrillon qu'on a chanté au scout, mais on enlevait le passage sur la seringue. Et tu lis des poètes français, des textes des années d'Amérique, et t'as une sorte de transe sur scène, parce que t'as ton batteur qui joue en même temps, et c'est totalement délirant. Alors, trans, on va pas jusqu'à là, mais on s'est trouvé, ouais. Il y a quelque chose qui est avec un autre comparse qui s'appelle Aristide Rosier. Et on forme un trio, on est content de s'être trouvé comme ça. Et c'est de quand à quand? C'est où les Alors ça y est. Demain, ça c'est fait. Maintenant, ça va être, on va partir en tournée avec ça en septembre et octobre 23. Eh ben écoute, Philippe Torreton, bravo. Merci. Comme disait Danton, salut et fraternité.